J'avais 3 heures de retard à mon propre mariage à cause d'une chirurgie d'urgence. Au moment où j'arrivais en hâte, mon fiancé avait déjà épousé mon ami. Ma future belle-mère m'a dit avec un sourire narquois, « Tu es trop tard. Va-t'en. » Je viens de. Sophie Dubois a mis son téléphone en mode silencieux à 3 heures du matin. Devant elle, une courte nuit avant le jour le plus important de sa vie, et elle voulait dormir au moins 4 heures. Ce fut une erreur, non pas parce que des appels interrompirent son repos, mais parce qu'elle se réveilla d'elle-même à 5 heures du matin, une habitude ancrée plus profondément après 7 ans que n'importe quel réveil. Le corps d'un chirurgien vit selon son propre emploi du temps, et aucun mariage ne peut l'annuler. Elle resta étendue dans le noir, fixant le plafond. Sa robe était suspendue à la porte du placard, de couleur crème avec une rangée de petits boutons dans le dos. Elle avait passé 3 heures dans 2 boutiques différentes à la chercher jusqu'à ce qu'Amélie finisse par montrer du doigt et dire « Absolument celle-là ». Sophie s'était regardée dans le miroir et avait décidé qu'Amélie avait raison. La robe la faisait paraître plus grande, plus lumineuse, en quelque sorte plus entière. C'était comme si 7 ans de privation de sommeil et de nourriture de la cafétéria de l'hôpital s'effaçaient légèrement devant ce simple morceau de tissu fin. À 6 heures du matin, son téléphone vibra sur la table de chevet. Elle le décrocha et jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Cécile, l'infirmière en chef de la salle d'opération. « Dubois », dit Cécile sans préambule. Fillette, 6 ans, traumatisme contondant à l'abdomen, rupture de la rate, est tombée d'une balançoire dans un parc, a heurté un morceau de ferraille exposé. La tension artérielle chute rapidement. Le docteur. Bernard est dans l'autre aile avec une rupture de l'aorte. Il ne peut pas se libérer. Les autres sont d'astreinte ou absents. Vous êtes la seule. Sophie était déjà assise sur le bord du lit. Sont-ils en transit? En transit. Dans 20 minutes. Préparez la salle d'opération. J'y serai plus tôt. Elle raccrocha, regarda la robe, puis se leva et alla à la salle de bain. Julien dormait dans la chambre d'amis. Ils vivaient ensemble depuis 1 an et demi, bien que sa mère, Madame Leroux, considéra cela inapproprié et ne manquait jamais une occasion de le dire. Sophie jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il était allongé sur le dos, un bras jeté derrière la tête, le visage paisible. Beau, dut-elle admettre. Il avait toujours été beau, grand, soigné, le genre d'homme que l'on se retourne pour regarder dans les restaurants. Elle le regarda une seconde. Plus maintenant. Elle ne le réveilla pas. Elle tapa un message rapide, appel d'urgence. Opération. Je promets d'être là pour la cérémonie. Puis elle partit. Le matin était un jour d'avril humide et brut. Elle accéléra à travers les rues vides de la ville, son esprit entièrement vidé de la robe, du lieu de réception et des toasts qu'Antoine, le meilleur ami de Julien, avait préparés. Son esprit était rempli d'une fillette de 6 ans avec une rate rompue et une tension artérielle en chute libre. Cela occupait tout l'espace dans sa tête. Il n'y avait tout simplement plus de place pour rien d'autre. Elle entra aux urgences 18 minutes avant l'arrivée de l'ambulance. Cécile l'attendait déjà près des portes du bloc opératoire. Le docteur. Martin prépare l'anesthésie. Nous avons commandé du O négatif. Bien. Tandis que Sophie se changeait dans le vestiaire, elle ne pensait qu'à une chose. Trouver la source du saignement. Avec une rate rompue, chaque minute compte. Le volume sanguin d'un enfant est faible. Il ne pouvait pas retarder. L'ambulance arriva dans la baie à 6h47. Le nom de la fillette était Léa. Sophie la vit sur la civière, minuscule, pâle au point de devenir bleue, les yeux fermés, un masque à oxygène sur le visage. À côté d'elle courait un homme grand portant une veste, jeté à la hâte sur une chemise de pyjama en flanelle. Il tenait la main de Léa et ne la lâcha pas avant qu'il n'atteigne les doubles portes de l'aile chirurgicale. Là, un ambulancier le retint doucement mais fermement. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, monsieur. » L'homme s'arrêta. Regarda les portes se refermer et recula contre le mur. Sophie ne vit pas cette partie. Elle était déjà à la table, enfilant ses gants tandis que le docteur Martin annonçait les signes vitaux. Tension artérielle 80/50e, fréquence cardiaque 110. L'abdomen est rigide. Pas de bruits intestinaux. Allons-y, dit Sophie. Première incision.
Ce qui se passa dans cette salle d'opération au cours des 3h30 suivantes serait difficile à décrire à quelqu'un qui n'y aurait jamais été. Non pas parce que c'était terrifiant, bien qu'ils voient leur lot d'horreur, mais parce que c'était un état d'être spécifique. On ne devient plus que des mains et un cerveau. Son corps cesse de lui appartenir et devient un outil. Le temps perd son cours normal et se transforme en une séquence de décisions rapides. Ce vaisseau, cette suture, cette pression, ce dosage, Sophie travailla en silence, lançant occasionnellement de courtes commandes à Martin. Il répondait tout aussi brièvement. Parce que dans une bonne salle d'opération, les gens ne bavardent pas. Ils pensent. La rate était beaucoup plus gravement endommagée que l'échographie initiale ne l'avait montré. L'organe n'est pas récupérable, dit Sophie d'une voix égale. Splénectomie. Préparez le plateau. Cécile hocha la tête. Martin ajusta quelque chose sur ses moniteurs. L'enfant vivrait aussi longtemps qu'elle vivrait. Sophie ne pensait pas autant. Elle savait que quelque part en dehors des murs de l'hôpital, l'horloge tournait. Qu'à midi, les invités se rassembleraient au manoir historique, Julien serait dans son nouveau costume, Madame Leroux dans son inévitable bibi avec sa broche vintage, et les tables seraient dressées pour la réception. Elle le savait, et elle rangea cette connaissance dans un coin de son esprit réservé aux choses qu'elle ne pouvait pas atteindre pour l'instant. Son père lui avait enseigné cette discipline, pas avec des mots. C'était un homme de peu de mots, mais par l'exemple. Jacques Dubois, chef d'équipe dans une usine de pièces automobiles, se levait à 5h du matin et allait travailler même quand son dos lui faisait mal, même le jour où ils avaient enterré leur voisin, même quand la mère de Sophie était à l'hôpital. Non pas parce qu'il était sans cœur, mais parce qu'il comprenait que son travail n'est pas seulement pour soi. C'est pour les gens qui comptent sur vous. Sur la table d'opération gisait Léa, 6 ans, comptant entièrement sur Sophie sans même le savoir. À 10h23, Martin parla. La pression se stabilise. 90/60e. Sophie expira mais continua de travailler. À 11h45, ils refermèrent Léa. Cécile se redressa au-dessus du plateau d'instruments. Martin baissa son masque et se frotta le front. Bon travail, docteur. Elle a fait le plus dur, répondit Sophie. Une enfant courageuse. Elle retira ses gants et seulement alors regarda l'horloge murale. 11h48. La cérémonie était à midi. Elle trottina pratiquement dans le couloir, sortant son téléphone de sa poche. L'écran était illuminé par des appels manqués. 21. Julien. Amélie. Un numéro inconnu. Julien encore. Amélie encore. Madame Leroux. Le dernier appel de Julien était à 11h32. Elle rappela. Cela sonna sans fin, puis passa à la messagerie vocale. Elle envoya un SMS, l'opération est terminée. Je pars maintenant. S'il te plaît, retarde la cérémonie d'une demi-heure. Il n'y eut pas de réponse. Dans le vestiaire, elle se changea de ses scrubs. Sa robe de mariée était dans sa voiture. Elle attrapa ses affaires, sachant qu'elle n'avait pas le temps de passer par l'appartement. Elle se changea là, sur la banquette arrière de sa berline, dans le parking de l'hôpital. C'était légèrement absurde, mais Sophie avait depuis longtemps cessé de s'inquiéter des absurdités. Quand on vit dans un état constant de manque de temps pendant 7 ans, l'absurde devient normal. Elle attacha ses cheveux du mieux qu'elle put, utilisant le rétroviseur pour appliquer du rouge à lèvres. Ce n'était pas le look qu'elle avait prévu. Pas de styliste, pas de demoiselle d'honneur, pas de café tranquille le matin, mais cela devrait suffire. Elle traversa la ville en voiture, son téléphone entièrement silencieux. Le lieu était un élégant manoir historique à la périphérie de la ville. Sophie trouva une place sur le parking de gravier, sortit, lissa sa robe et se dirigea vers la grande entrée. Des gens se tenaient sur les marches d'entrée, des invités habillés, tenant des flûtes de champagne, et exsudant cette gaieté spécifique, légèrement creuse, qui se manifeste lorsque l'événement principal est déjà terminé. Sophie ralentit son pas. Quelque chose n'allait pas. C'était la façon dont il la regardait. Pas avec soulagement, oh, enfin. Mais avec l'expression que portent les gens quand ils savent quelque chose de désagréable et ne sont pas sûrs de devoir être ceux qui vous le disent. Madame Leroux sortit la première des doubles portes. Elle portait un tailleur argenté et son petit chapeau avec la broche. Tout comme prévu.
Son visage, cependant, était triomphant. Spécifiquement, triomphant, pas en colère, pas confuse, mais rayonnant de la joie spécifique d'une personne qui avait attendu longtemps un moment et l'avait enfin eu. Regardez qui s'est montré. Elle ne posa pas de questions. C'était une affirmation. Madame Leroux, je peux expliquer. C'était une opération d'urgence. Une enfant de 6 ans. Vous êtes en retard, Sophie. Elle articula les mots lentement, savourant chaque syllabe. Julien a attendu jusqu'à midi. Puis il a pris une décision. La bonne décision, je dois ajouter. Sophie la fixa, ne comprenant pas. Quelle décision? Allez à l'intérieur. Voyez par vous-même. Madame Leroux sourit. Ne restez pas longtemps. Ne gâchez pas la fête des gens. Sophie monta les marches. Le hall d'entrée sentait les arrangements floraux coûteux et le parfum lourd. Un doux jazz festif flottait depuis la salle de bal principale. Quelqu'un rit. Des verres s'entrechoquèrent. Sophie poussa les lourdes portes en chêne. Julien se tenait près des grandes baies vitrées dans son nouveau costume gris foncé. Celui qu'ils avaient choisi ensemble en février. À côté de lui se tenait Amélie. Amélie portait une robe blanche. Sophie se figea dans l'embrasure de la porte. Amélie Duval, sa meilleure amie, ou ce que Sophie avait considéré comme une meilleure amie pendant 7 ans depuis leur première année de pré-médecine. Amélie avec la fortune de ses parents et son SUV de luxe. Amélie, qui empruntait les fiches de révision de Sophie et suppliait de l'aide pour réussir l'anatomie. Amélie, qui, 3 semaines plus tôt, avait essayé une robe blanche dans la même boutique, avait froncé les sourcils et dit que ce n'était tout simplement pas son style. Sophie avait hoché la tête et n'y avait plus pensé. La robe blanche était exactement son style. Exactement. L'officier d'état civil fermait un livre relié en cuir. Sophie n'arrivait pas à le comprendre au début. Des bagues étaient à leurs doigts. Les invités avec leurs flûtes de champagne, les amis de Julien, ses collègues de l'entreprise, quelques connaissances mutuelles regardaient la nouvelle venue avec des degrés divers de gêne intense. Certains chuchotaient frénétiquement derrière leur verre. Julien la vit. Un éclair de quelque chose traversa son visage. Non pas du regret, plutôt le soulagement d'un homme qui réalisait qu'il n'aurait pas à s'expliquer au téléphone plus tard. « Sophie, dit-il. »« J'ai attendu jusqu'à 12h30, dit-elle. » Sa voix était remarquablement stable. Elle fut surprise de la régularité de sa voix. « Sophie, soyez raisonnable. Il y avait 120 invités ici. Je ne pouvais pas simplement, vous ne pouviez pas attendre 30 minutes de plus? Je n'étais pas en retard de 3 heures. J'opérais une enfant mourante. Vous êtes toujours en train d'opérer quelqu'un, dit-il sans méchanceté, presque avec lassitude. Vous êtes toujours en train d'opérer, ou d'astreinte, ou de ne pas répondre au téléphone, ou de rentrer au milieu de la nuit. Sophie, j'ai vécu selon cet emploi du temps pendant 3 ans. Je suis fatigué. Amélie se tenait à côté de lui, regardant de côté, vêtue de cette robe blanche, et la regardant maintenant, Sophie se souvint soudain de ce qu'Amélie avait dit il y a 3 mois. Ça doit être tellement dur pour Julien avec votre emploi du temps, n'est-ce pas? Elle l'avait dit avec sympathie, avec cette marque spéciale d'attention que Sophie avait prise pour de l'amitié. Il a besoin de quelqu'un quand vous n'êtes pas là. Sophie avait acquiescé à l'époque et avait ensuite demandé à Julien si tout allait bien. Julien avait dit, tout va bien. Tout allait bien. Depuis combien de temps, demanda Sophie. Amélie la regarda enfin. Il n'y avait aucune honte dans ses yeux. C'était autre chose, presque de la défiance. Sophie. C'est compliqué à expliquer. Alors ne le faites pas. Madame Leroux apparut par-dessus l'épaule de Sophie. Elle s'était glissée silencieusement, comme si elle savait qu'elle serait nécessaire à ce moment précis. Sophie, ma chérie, pourquoi restez-vous là? Vous voyez la situation? Partez d'ici et ne gâchez pas la fête. Elle laissa échapper un petit rire, pas fort, mais suffisamment pour que plusieurs invités tournent la tête. Sophie la regarda, puis Julien, puis Amélie dans la robe blanche. Pendant 7 ans, elle n'avait pas dormi correctement. Pendant 7 ans, elle avait mangé la nourriture de la cafétéria de l'hôpital et travaillé comme aide-soignante pendant sa première année juste pour payer son loyer. Pendant 7 ans, elle s'était levée à 5 heures du matin, s'était couchée après minuit,
avait appelé sa mère une fois par semaine brièvement parce qu'il n'y avait pas le temps, avait reporté des vacances, reporté des week-ends, et avait passé une fois 28 heures d'affilée debout, rentrant en métro en s'accrochant à une barre pour ne pas s'effondrer d'épuisement. Ce matin-là, elle avait sauvé la vie d'une fillette de 6 ans. Et maintenant, elle se tenait dans l'embrasure de la porte d'un manoir dans une robe couleur crème avec de petits boutons. Seule, devant des gens qui la regardaient avec pitié ou jubilation, selon de quel côté ils étaient. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Dans les grandes portes vitrées menant aux marches à colonnes se tenait un homme grand en veste jeté à la hâte sur une chemise en flanelle. Il la regardait, et elle le reconnut instantanément, le couloir des urgences, le mur, les mains serrées. Le père de Léa. Il la reconnut aussi. « Vous êtes là » dit-il. Ce n'était pas une question. Il l'affirma comme un fait inattendu. « Je suis là. » Elle n'était plus tout à fait sûre de ce qui se passait. Il y a quelques instants, Madame Leroux avait ri derrière son dos. Amélie était dans une robe blanche et Julien parlait d'horaire. Tout était réel, mais incroyablement surréaliste, comme une scène d'un film d'un autre. L'homme la regarda pendant quelques secondes, puis jeta un coup d'œil derrière elle. À travers la vitre, il vit les flûtes de champagne, la foule habillée et le flou de la robe blanche d'Amélie. Il comprit quelque chose. Pas tout, mais assez. « Partons d'ici » dit-il. Sophie le regarda. « Où ? » »« N'importe où. » Il fit une pause. « Juste pas ici. » Elle réfléchit une seconde, puis hocha la tête. Ils descendirent les marches. L'air d'avril était frais et sentait la pluie qui n'avait pas encore tout à fait commencé. Un SUV noir, cher, mais poussiéreux de la route, comme s'il avait été conduit longtemps à la hâte, tournait au ralenti près du trottoir. Il lui ouvrit la portière passager. « Marc, dit-il. »« Marc Fournier. »« Sophie, répondit-elle. »« Dubois, je sais, dit-il. »« Léa ne me laissera jamais l'oublier. » Sophie sourit presque. Elle monta dans la voiture, mais avant de raconter ce qui se passa ensuite, il est nécessaire de raconter ce qui s'est passé avant, car aucune histoire ne commence vraiment au moment où elle semble le faire. Elle commence plus tôt, parfois beaucoup plus tôt. Sophie Dubois est née dans une petite ville à quelques heures de Lyon. Son père était contremaître dans une usine de fabrication. Sa mère, Isabelle, était professeure d'anglais au lycée, le genre de professeur dont tous les enfants avaient un peu peur au début, mais qu'ils finissaient par adorer. La famille était ordinaire, ni pauvre ni riche, le genre de famille qui traite l'argent avec respect car il est gagné par un travail acharné. Il ne le gaspillait pas et ne se plaignait pas. Dès l'enfance, Sophie était câblée différemment de la plupart de ses camarades de classe. Pas nécessairement plus intelligente, bien qu'elle fût très brillante, juste différente. Elle ne pouvait pas laisser les choses à moitié faites. Si elle commençait un livre, elle le finissait. Si elle commençait un puzzle, elle le terminait, même si les 20 dernières pièces étaient exactement de la même nuance de bleu et prenaient une éternité. Son père la regardait parfois avec une expression qui disait qu'il reconnaissait quelque chose de lui en elle. Elle décida de se lancer dans la médecine au collège après que le chien du voisin mourut dans ses bras. Un bâtard nommé Buster qu'elle avait essayé de soigner pour quelque chose dont elle ne se souvenait même plus quoi, en utilisant des remèdes maison et des conseils d'une vieille encyclopédie vétérinaire qu'elle avait trouvée dans le garage. Le chien ne mourut pas de la maladie. Il mourut parce que Sophie ne savait pas quoi faire. C'était un sentiment aigu, précis. Je ne savais pas. Elle ne voulait plus jamais ne pas savoir. Elle choisit la médecine non par idéaux romancés. Elle comprenait que c'était un chemin long et exténuant, mais elle n'avait pas d'autre moyen de devenir la personne qui savait quoi faire. Elle entra dans un programme pré-médecine avec une bourse d'excellence complète. La compétition était brutale, mais elle obtint des scores bien supérieurs au seuil. Sa mère pleura. Son père lui serra la main d'une poignée de main ferme et brève de travailleur. La vie universitaire fut exactement ce à quoi on s'attendait. Dortoirs exigus, douche commune au bout du couloir, quelqu'un faisant toujours réchauffer quelque chose de douteux à minuit. Sophie apprit rapidement à dormir malgré le bruit et à manger à toute heure. Dès sa 2e année, elle travaillait la nuit comme aide-soignante, 3 nuits par semaine. C'était difficile à concilier avec les travaux pratiques et les examens, mais cela payait pour de la vraie nourriture et des manuels au lieu de la forcer à ne compter que sur les réserves de la bibliothèque universitaire.
Elle rencontra Amélie Duval la première année. Amélie était issue d'une famille riche, vivait dans un appartement de luxe hors campus et allait en cours dans une voiture que ses parents lui avaient achetée. Elle était amusante, insouciante, le genre de fille qui savait rendre les choses agréables autour d'elle. Initialement, Sophie garda ses distances, sentant instinctivement la disparité de leur point de départ. Mais Amélie l'approcha la 3e semaine, lui demanda d'emprunter ses notes de biochimie, puis l'entraîna au café du campus. D'une manière ou d'une autre, elles commencèrent à passer du temps ensemble. Amélie semblait être une bonne amie. Sophie le crut longtemps. Amélie était généreuse, payant les boissons sans compter qui devait quoi, capable de faire rire Sophie pendant la semaine d'enfer, et une bonne écoute, ou du moins douée pour faire semblant de l'être. Elle disait les bonnes choses. Tu vas cartonner. Tu es plus intelligente que tous. Sophie l'accepta comme sincère, ne réalisant jamais que derrière les mots d'Amélie se cachait une légère ombre. Pas tout à fait de l'envie, mais quelque chose de similaire. Quelque chose qui la poussait à demander immédiatement les notes d'examen de Sophie, ou à supplier pour des explications de concepts qu'elle comprenait déjà. Elle louait Sophie un peu trop fort, d'une manière qui masquait son désir sous-jacent d'être au centre de l'attention. Sophie ne le remarqua pas. Elle n'en avait pas le temps. Elle continuait d'avancer semestre après semestre. Anatomie, physiologie, pathologie, chirurgie, stage clinique, rotation, nuit penchée sur les livres. Après la faculté de médecine vint son internat de chirurgie. Le processus d'affectation était brutal, mais elle décrocha une place dans un hôpital de premier plan à Lyon. À ce moment-là, Amélie avait pris un poste administratif au même hôpital. Cela semblait pratique, un visage familier à proximité. Sophie rencontra Julien par l'intermédiaire d'Amélie. C'était un gala de bienfaisance de l'hôpital. Amélie l'amena et dit, un ami du monde de l'entreprise. Présentez-vous. Grand, portant un costume sur mesure. Il disait toutes les bonnes choses. Être chirurgien est une responsabilité incroyable. J'ai toujours admiré les gens qui peuvent vraiment réparer des choses de leurs mains. Sophie le regarda et pensa, il est beau. Peut-être était-elle juste fatiguée. Fatiguée de la solitude, de n'avoir jamais le temps, de passer des années sans que personne ne soit vraiment là pour elle. Elle l'appela la première, puis il l'appela. Ils commencèrent à sortir ensemble. Julien ne posait jamais de questions sur ses opérations. Il ne demandait jamais comment s'était passée sa journée en salle d'opération, mais il était toujours prêt à essayer un nouveau restaurant et savait choisir un bon vin. Il la présentait à ses amis comme ceci, voici Sophie. Elle est chirurgienne. Il le disait avec une certaine fierté, comme s'il montrait un symbole de statut, une case cochée sur son plan de vie. Sophie le remarqua mais se convainquit qu'elle y réfléchissait trop. Il était juste réservé, raisonnate et elle. Pas très doué pour parler de sentiments. Sa mère, Madame Leroux, fit clairement connaître son opinion sur Sophie dès le premier jour. Rien de bon. Un médecin, avait-elle dit lors de leur deuxième rencontre, examinant Sophie avec cette froideur polie spécifique qui est pire que l'impolitesse pure et simple. C'est une noble vocation, bien sûr, mais les salaires dans ces hôpitaux publics. Je travaille dans un hôpital de recherche privé, dit Sophie d'une voix égale. Pourtant, Madame Leroux pinça les lèvres. Julien est habitué à un certain style de vie. Le style de vie de Julien était financé par Julien et plutôt bien. Il était directeur commercial pour une grande entreprise de développement immobilier. Mais Madame Leroux parlait de lui comme s'il était un artefact fragile nécessitant une manipulation délicate. Sophie resta silencieuse. Julien resta silencieux. Cela devint leur mode par défaut autour de Madame Leroux. Rester silencieux et attendre qu'elle ait fini de parler. 3 ans. Pendant 3 ans, Sophie fut d'astreinte, opéra, tourna au ralenti et rentra à minuit. Pendant 3 ans, Julien dit « tout va bien » et assista à des réceptions d'entreprise. Pendant 3 ans, Amélie demanda avec une profonde sympathie « comment faites-vous pour gérer tout ça ?» Il ne vous voit presque jamais pendant des semaines. Et Sophie répondait quelque chose sur le devoir et la vocation. Et Amélie hochait la tête et disait « vous êtes incroyable ». Tout était fondamentalement comme toujours. Julien la demanda en mariage en novembre. Il sortit une boîte en velours, s'assit en face d'elle et dit « épouse-moi ». Pas de discours fleuri. Sophie dit « oui ». Également sans grand faste.
Pour les deux, cela ressemblait à la prochaine étape logique, ou du moins cela semblait l'être pour Sophie. Ils fixèrent la date en avril. Madame Leroux prit en charge la planification avec un enthousiasme que Sophie prit initialement pour de la bonne volonté. Le lieu, le menu, les arrangements floraux, tout fut décidé sans l'avis de Sophie, discrètement mais fermement. Sophie ne discuta pas. Elle n'avait pas le temps de discuter. Amélie l'aida avec la robe. Maintenant, assise sur le siège passager du SUV de Marc Fournier, regardant la pluie d'avril voiler les rues de la ville, Sophie pensait aux choses qu'elle aurait dû remarquer il y a longtemps. Ce n'était pas que les signaux d'alarme n'étaient pas là. Elle n'avait simplement pas regardé dans cette direction. Elle avait gardé les yeux fixés droit devant sur la salle d'opération, sur la tâche immédiate, sur l'étape suivante. C'est une compétence utile dans un hôpital. Pas toujours dans la vie. Ou peut-être n'avait-elle simplement pas voulu. La voiture s'arrêta devant un bistrot tranquille à l'ancienne, le genre avec des banquettes en vinyle et du café servi dans des tasses en céramique épaisse. « Café » demanda Marc. « Oui » dit Sophie. Ils entrèrent et s'installèrent dans une banquette près de la fenêtre. Marc commanda puis resta silencieux un moment. Ce n'était pas gênant. Il semblait juste être un homme qui savait être silencieux sans ressentir le besoin de remplir l'espace. Puis il dit, « Je suis venu là pour vous remercier. Je ne savais pas que vous étiez à votre propre mariage. » « J'y suis allé pour me marier, » répondit Sophie. « Je n'avais pas réalisé que cela n'arriverait pas. » Il la regarda. « Léa est aux soins intensifs, dit-il. Son état est stable. J'ai appelé en chemin. Ils m'ont dit que vous aviez fait du bon travail. C'est une enfant courageuse. » Oui. Il fit une pause. Elle tient ça de sa mère. Sophie ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Certaines choses ne nécessitent pas d'explication. On l'entend à la façon dont une personne prononce les mots. La serveuse apporta leur café. Sophie enveloppa ses mains autour de la tasse. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle ne le remarqua que maintenant. Ce n'était pas le froid. C'était l'adrénaline qui quittait enfin son système après l'opération. Cela arrivait toujours quand la tension se relâchait. Marc regarda ses mains mais ne dit rien. « Avez-vous un endroit où loger » demanda-t-il soudain. Sérieux, sans sourire. « Si vous en avez besoin, mon appartement en ville est vide. » Sophie leva les yeux vers lui. Il soutint son regard et les coins de ses yeux se plissèrent légèrement. Pas une blague, presque un sourire. « D'accord, » dit Sophie. « Je le garderai à l'esprit. » Dehors, la pluie commença à tomber plus fort. Une pluie fine et persistante de printemps du centre-est, qui rappelait que les saisons feraient ce qu'elles voulaient. Sophie but son café et pensa qu'elle devait appeler sa mère. Isabelle Dubois était assise à la maison, anxieuse. Sophie n'avait pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit ce matin-là. Elle devait appeler et dire « Maman, tout va bien. La petite fille est en vie et je vais bien, aussi. » C'était la vérité. Étrange, inattendue, légèrement assourdissante, mais la vérité. Marc la conduisit à son appartement à 2h30. Ils ne parlèrent pas en chemin. Non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils étaient tous deux épuisés. Marc était épuisé comme le sont les gens. Après avoir passé des heures terrifiées tout en essayant de ne pas le montrer contre le mur de l'hôpital, dans la voiture en route vers le lieu, et maintenant dans la voiture avec elle, Sophie était épuisée d'une manière différente, d'avoir opéré depuis l'aube. Puis d'avoir vécu tout ce qui s'était passé dans la salle de bal avec la musique jazz et les flûtes de champagne. C'était un autre genre de fatigue, mais elle volait les mots tout de même. Il connaissait son adresse. Elle la lui avait donnée devant le bistrot, un immeuble de briques de moyenne hauteur à quelques pâtés de maison derrière l'hôpital. Il se gara près de l'entrée et laissa le moteur tourner, sentant qu'elle entrerait seule sans avoir besoin d'escorte. « Merci, » dit Sophie. « De quoi ? » De m'avoir éloigné, hocha-t-elle la tête. « Je passerai voir Léa demain, » ajouta-t-elle. « Normalement, j'aime faire un suivi post-opératoire. Ce n'est pas une obligation. Passez juste, dit-il. Elle sera contente de vous voir. » Sophie sortit de la voiture, prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage et déverrouilla la porte. Elle entra dans le hall silencieux. Les chaussures habillées de Julien étaient alignées avec soin près de la porte.
Puis elle se souvint que Julien ne vivait plus ici, ou plutôt, elle ne savait pas comment qualifier la situation. Ils louaient l'appartement ensemble, mais le bail était au nom de Julien. Cela signifiait qu'elle avait beaucoup de logistique à régler, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'avait aucune énergie pour penser à quoi que ce soit. Elle retira la robe crème à petits boutons et la suspendit soigneusement à un cintre, une habitude héritée de ses jours d'étudiante fauchée. Prenez soin de vos affaires. Puis elle s'allongea sur le couvre-lit. Elle s'endormit en 1 minute. Elle se réveilla à 18 heures au son de son téléphone qui sonnait. C'était sa mère, Isabelle. La voix d'Isabelle était stable, mais il y avait un effort forcé derrière cette stabilité. « Dis-moi. Comment sais-tu ? Tante Sylvie a appelé. Sa nièce était invitée. » Sophie resta silencieuse un instant, puis raconta toute l'histoire brièvement sans détails inutiles, juste les faits. L'opération, son arrivée tardive, Julien épousant Amélie, son départ. Isabelle écouta en silence. Quand Sophie eut fini, la ligne fut silencieuse pendant plusieurs secondes. « La petite fille a survécu ?» demanda sa mère. « Oui, elle est stable. » « Bien. » Une autre pause. « Maman, tu ne vas rien dire d'autre ? » « Qu'y a-t-il à dire ?» Isabelle l'affirma comme un fait, pas une question. « Tu as fait la bonne chose. » Les deux choses. L'opération et le fait de partir. Ce n'était pas une seule chose. C'était deux. C'était la même chose. Sa mère fit une pause. « Tu rentres à la maison ? » Pas tout de suite. Plus tard. J'ai des choses à régler ici. Régler. Je ne bouge pas. Ce fut la plus longue conversation qu'Isabelle Dubois ait jamais eue concernant la vie amoureuse de sa fille. Elle était professeure d'anglais. Elle savait parler avec éloquence et longuement, mais seulement sur les sujets qui justifiaient des discours éloquents. Sur d'autres questions, elle restait silencieuse ou ne disait que le strict nécessaire. Sophie le savait, et elle l'appréciait. Le lendemain, Sophie appela une clinique juridique. La situation du mariage s'avéra légalement compliquée, mais émotionnellement claire. L'officier d'état civil avait célébré une cérémonie symbolique pour Julien et Amélie à 12h41. Ce n'était pas encore légalement contraignant. Le livret de famille ayant toujours le nom de Sophie, il devrait refaire une demande à la mairie. Mais devant 120 invités, le message était définitif. Cependant, l'appartement qu'il partageait était loué au nom de Julien. Sophie devait déménager, et le plus tôt serait le mieux. Elle appela Julien cet après-midi-là. La conversation fut brève. « Sophie, je veux expliquer. Tu n'as pas besoin. J'ai juste besoin de récupérer mes affaires quand tu n'es pas à la maison. » Une pause. « Je suis au travail demain de 10h à 14h. » D'accord. Elle n'avait pas grand-chose. 2 valises, quelques sacs poubelles robustes remplis de vêtements d'hiver, une boîte de manuels médicaux et son sac de travail. Elle apporta tout chez sa collègue Nathalie. Nathalie, une infirmière de bloc senior qui vivait seule dans un appartement de 2 chambres, lui disait depuis des mois, « Si jamais tu as besoin, la chambre d'amis est à toi. » Nathalie ouvrit la porte, regarda les 2 valises et la boîte, et dit simplement, « Un verre de vin. »« S'il te plaît, » répondit Sophie. Elles burent du vin, et Nathalie ne posa aucune question. C'était la meilleure chose que quiconque aurait pu faire pour elle ce soir-là. L'hôpital la salua le lendemain matin comme d'habitude. L'odeur d'antiseptique, le bourdonnement des ascenseurs et la voix de Cécile passant en courant avec un presse-papier. « Dubois, ils vous attendent dans la chambre 3. » Pas, « Comment allez-vous ?» Pas, « On a entendu », juste, « Ils attendent. » C'était le bon ton. Sophie l'apprécia. Dans la chambre 3 gisait Léa. Elle était minuscule, même pour une enfant de 6 ans, maigre, avec des cernes sous les yeux et une perfusion au dos de la main. Mais ses yeux étaient ouverts. Et quand Sophie entra, elle leva la tête de l'oreiller. « C'est vous ?» demanda Léa. « C'est moi », dit Sophie. « Vous êtes la dame qui a réparé mon ventre ?» Quelque chose comme ça. Léa resta silencieuse un instant, l'étudiant avec cette intensité sérieuse que l'on ne trouve que chez les petits-enfants et les personnes très âgées. « Avez-vous eu peur ?» « Non », répondit Sophie honnêtement. « Moi non plus. » Léa y réfléchit, mais après je me suis endormie et je n'ai plus rien été.
Marc était assis dans le coin de la pièce, non pas juste à côté du lit, mais sur le côté sur une chaise, tenant son téléphone. Il leva les yeux quand Sophie entra et se leva. Bonjour. Bonjour. Sophie s'approcha du lit et vérifia rapidement. Le site chirurgical, la température, la couleur de la peau, tout semblait bon. Aussi bon que cela pouvait l'être au 3e jour post-opératoire pour une telle opération. Vous avez une enfant coriace ici, dit-elle à Marc. Elle tient ça de sa mère, répéta-t-il, comme il l'avait fait au bistrot. Cette fois, Sophie demanda. Depuis combien de temps? 3 ans, dit-il simplement. Sans mélodrame, juste un fait qui était devenu une partie de son paysage. Sophie hocha la tête. Elle n'insista pas. Léa, dit-elle en se retournant. As-tu mangé ton gruau aujourd'hui? Léa fronça le nez. C'est pas bon. Le gruau d'hôpital est une loi de la nature. C'est toujours mauvais. À la maison, c'est bon. Papa le fait avec des raisins secs. C'est parce que la maison n'est pas un hôpital. Léa considéra cela. Quand est-ce que je rentre à la maison? Si tu te comportes bien, dans quelques jours. Je me comporte toujours bien. Marc toussa doucement. Léa lui lança un regard réprobateur. Presque toujours. Elle se corrigea. Sophie fit ses notes dans le dossier. Dit au revoir et sortit dans le couloir. Marc la suivit. Attendez une seconde, dit-il. Elle s'arrêta. Il s'adossa au mur, comme il l'avait fait ce premier matin, bien que ses mains ne soient plus serrées. Il se tint juste là, la regardant. Je veux vous remercier correctement, dit-il. C'est important pour moi, pas seulement le simple merci et pas de l'argent. Je sais que l'argent serait inapproprié. Sophie le regarda. Il comprenait vraiment. Elle pouvait le dire. Alors quoi? Je ne sais pas encore. Il fit une pause. Mais je vais trouver quelque chose. Elle sourit presque. D'accord. Elle descendit le couloir. Il la regarda partir. Elle ne se retourna pas, mais elle le savait d'une certitude. Les jours suivants s'installèrent dans une routine. Sophie travailla. Elle avait besoin de trouver un appartement. La chambre d'amis de Nathalie était temporaire et elles le savaient toutes les deux. Le chef du service médical, le docteur Moreau, l'appela dans son bureau le 4e jour. Il mentionna qu'il avait entendu parler de certaines circonstances, probablement de la part de Cécile qui semblait être le principal réseau de renseignement de l'hôpital. Il ne posa pas de questions. Il dit simplement, Dubois, je connais un gestionnaire immobilier pour un immeuble en bas de la rue. Un T2 se libère dans 2 semaines. Si vous en avez besoin, dites le mot. Sophie dit le mot. Ce fut fait tranquillement, sans fioriture. Juste quelqu'un qui avait le pouvoir d'aider, aider réellement. Sophie remarquait des choses comme ça. Léa se rétablissait plus vite que prévu. Le 4e jour, elle était assise dans son lit, réclamant des crayons. Le 4e jour, elle se promenait dans la chambre en s'appuyant sur le mur, commentant tout ce qu'elle voyait par la fenêtre. Le 5e jour, Marc lui apporta un carnet de croquis et des marqueurs, et elle commença immédiatement à dessiner, sa langue dépassant de concentration. Sophie passait tous les jours. Strictement parlant, ce n'était pas nécessaire. Léa était sous la garde du pédiatre traitant et de l'équipe chirurgicale d'astreinte, mais Sophie y allait quand même. Au début, elle se disait qu'elle vérifiait l'incision. Puis, elle cessa d'essayer de se justifier. Marc était là à chaque fois. Il travaillait depuis la chambre, prenant des appels, tapant sur son ordinateur portable, signant des documents imprimés. Sophie réalisa qu'il s'occupait entièrement de sa fille seule, sans nounou ni famille élargie. Il le faisait calmement, sans se plaindre, acceptant cela comme une évidence. La déposer le matin, la récupérer le soir, s'asseoir à ses côtés au milieu de la journée. Le 5e jour, il la suivit à nouveau dans le couloir. J'ai entendu dire que vous cherchiez un appartement. Sophie s'arrêta. Comment? Cécile l'a mentionné. Cécile mentionne beaucoup de choses. Oui. Les coins de ses yeux se plissèrent à nouveau. J'ai un appartement vide à 2 pâtés de maison d'ici.
Je n'y habite pas, Léa et moi vivons dans une maison en banlieue. Je peux vous le louer à un prix raisonnable. Sophie le regarda. Ce serait bizarre, dit-elle. Pourquoi? Parce que vous êtes le père de ma patiente. Ancienne patiente, corrigea Théil. Elle va bientôt sortir. Toujours bizarre. Docteur Dubois, dit-il, utilisant son titre formel d'une manière qui sonnait entièrement informelle, comme s'il la connaissait depuis longtemps et qu'il se décidait enfin à le dire. Je vous propose un bon appartement à un prix normal. Je n'essaie pas de vous obliger à quoi que ce soit. Si cela vous met mal à l'aise, dites-le et j'abandonnerai. Sophie réfléchit une seconde. Puis-je le voir? Demain, quand vous serez libre. L'appartement était sympa. 2e étage, 3 pièces, pas le T2 qu'elle avait espéré, et le loyer était extrêmement raisonnable. Il était lumineux, sec et récemment rénové. Dans la 2e chambre se trouvait une grande bibliothèque, principalement vide à l'exception de quelques lourds volumes d'ingénierie structurelle sur l'étagère du bas. « Vous êtes ingénieur ?» demanda Sophie. « Ingénieur en architecture. Je dirige ma propre entreprise. Pourquoi ces livres sont-ils encore là? J'ai oublié de les emballer quand j'ai déménagé. » dit-il avec désinvolture sans essayer de ramener la conversation à lui-même. Sophie remarqua cela chez lui. Si on lui posait la question, il répondait. Sinon, il ne se portait pas volontaire pour raconter des histoires sur à quel point il était génial. C'était rafraîchissant. Julien, par exemple, avait toujours trouvé un moyen de parler de ses affaires sans attendre qu'on le lui demande. « Je le prends », dit Sophie. 10 jours après ce vendredi d'avril, elle emménagea. Elle n'avait toujours pas beaucoup d'affaires. 2 valises, une boîte de livres, un sac. Mais maintenant, c'était à elle, même si c'était loué. Elle déballa ses manuels médicaux, elle en avait plus que ceux qui tiendraient sur une étagère et dut acheter une 2e bibliothèque dans un grand magasin. Elle ne toucha pas aux livres d'ingénierie structurelle. Léa sortit de l'hôpital le 6e jour. Sophie était en chirurgie et l'apprit plus tard de Cécile, qui naturellement savait tout. La famille Fournier est partie. La gamine a dit de vous remercier et qu'elle allait faire un portrait de vous. De moi, demanda Sophie. Oui, elle a demandé au docteur Fournier comment épeler votre nom. Sophie y réfléchit pendant le reste de son service. Marc appela ce soir-là. Léa est à la maison, dit-il. Se sent bien. A réclamé ses crayons dès que nous sommes entrés. C'est bon signe. Oui. Une pause. Docteur Dubois. Elle veut vous donner quelque chose. Le dessin. Puis-je passer le déposer? Vous pouvez, dit Sophie. Mais je préférerais venir chez vous si cela ne vous dérange pas. Je veux la voir moi-même après sa sortie demain. Puis le soir suivant, elle se rendit en banlieue. Il vivait dans une vraie maison, pas un appartement, un endroit modeste et solide avec un grand jardin et un vieux pommier près du porche. Pendant qu'elle conduisait, Sophie pensa à la rapidité avec laquelle elle avait conduit vers un endroit très différent pour une raison très différente. Ce trajet semblait avoir eu lieu il y a une éternité. Même si cela faisait moins de 2 semaines, Léa sortit en trombe sur le porche en pyjama rose avec un ours avant même que Sophie ne gare la voiture, tenant un morceau de papier. « Je l'ai dessiné », cria-t-elle. « Papa, ne la laisse pas partir avant qu'elle ne le voie. »« Léa, tu es en pyjama », dit Marc, sortant derrière elle. Il fait chaud. Il ne faisait pas particulièrement chaud. Mais venait de commencer, et le vent de Lyon avait encore des crocs. Mais Marc choisit de ne pas discuter. Il se tenait sur le porche, regardant sa fille avec le genre d'expression qui vous dit qu'un homme est entièrement heureux, même s'il ne le dirait jamais à voix haute. Sophie prit le dessin. Il représentait 2 bonshommes allumettes, un grand, un petit, et quelque chose entre eux qui ressemblait à un mélange de soleil et de cœur. Écrit en dessous en lettres tremblantes, Docteur Sophie et moi. C'est magnifique, dit Sophie. C'est vous, expliqua Léa. Je ne sais pas encore bien dessiner les mains, alors vous n'avez que 4 doigts et vos cheveux sont fous, mais c'est bien vous. Je vois la ressemblance. Et ça, c'est moi. Léa pointa la plus petite figure. Je suis tordu aussi, mais ça va. C'est parfaitement bien, acquiesça Sophie. Entrez, dit Marc. J'ai fait du café.
L'intérieur de la maison était exactement ce que Sophie avait imaginé. Pratique, épuré, mais profondément habité. Des livres sur les étagères. Les dessins de Léa aimantés au réfrigérateur. Une grande table à dessin près de la fenêtre couverte de plans. Marc poussa les plans de côté et posa des tasses. Léa monta sur le canapé, tira une couverture polaire sur elle et alluma un dessin animé avec l'air affairé de quelqu'un qui avait accompli ses tâches de la journée et pointait maintenant. « Comment va-t-elle vraiment » demanda Marc doucement tandis que Léa regardait l'écran. « Elle va très bien » dit Sophie. « Une splénectomie dans l'enfance est grave. Vous devrez surveiller son système immunitaire. Un calendrier vaccinal spécial. Je vous imprimerai un guide. Mais les enfants se remettent beaucoup mieux que les adultes. Ils compensent bien. » Il écouta attentivement. Il ne se contentait pas de hocher la tête. Il absorbait l'information. « Des questions » demanda-t-elle. « Une » dit-il. « Pas médicale. » Sophie le regarda. « Comment allez-vous » Elle ne s'attendait pas à la question. Ou plutôt, elle ne s'attendait pas à ce qu'il la pose si directement, sans aucune préparation. « Bien » répondit-elle. « Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. » Il hocha la tête et n'insista pas. « Le condo vous convient ?» Oui, merci. J'ai dû acheter une autre bibliothèque. Ça a du sens. Il n'y a pas beaucoup d'étagères intégrées. Ils restèrent silencieux. Dehors, le ciel du soir s'obscurcissait lentement. Le coucher de soleil réticent du début mai. Sur le canapé, Léa s'endormit en plein milieu de son dessin animé. Elle se tut, recroquevillée sur le côté sous la couverture, la lumière de la télévision vacillant dans la pièce vide. Marc se leva, éteignit la télévision, remonta la couverture autour d'elle et se rassit à table. « Elle s'endort partout, dit-il, comme un chat. Une bonne qualité. » Oui. Sophie finit son café. « Je devrais y aller, dit-elle. »« Bien sûr. » Il la raccompagna à la porte d'entrée. Alors qu'elle mettait sa veste, elle se retourna. « Marc. »« Oui. »« Merci pour le café. » Il la regarda. « Revenez quand vous voulez. Léa sera ravie. » Cela sonnait simple, dépourvu de tout sous-texte lourd. Ou peut-être y avait-il un léger sous-texte qu'elle pouvait ignorer si elle le souhaitait. Sophie n'était pas sûre de ce qu'elle voulait en faire pour l'instant. « Je le ferai » dit-elle et sortit. Tandis que Sophie s'adaptait à son nouvel appartement et à son nouveau rythme de vie, d'autres événements se déroulaient dans une autre partie de la ville. Des événements dont elle n'eut pas connaissance immédiatement, mais qu'elle apprit plus tard par fragments de différentes personnes. Julien et Amélie eurent une réception de mariage officielle 3 semaines après le fiasco du tribunal. Madame Leroux, de l'avis général, était dans son élément. La réception eut lieu au même manoir historique, dans la salle de bal que Julien avait déjà payée. Les papiers furent simplement transférés à la nouvelle mariée. Sophie l'apprit de Nathalie, qui l'avait entendu de Cécile, qui l'avait entendu d'une source anonyme que personne ne remettait jamais ouvertement en question. Sophie écouta, hocha la tête et demanda s'il restait du café dans la salle de pause. Amélie l'appela un mois plus tard. Sophie répondit non pas parce qu'elle voulait bavarder, mais parce qu'elle avait décidé qu'il était préférable de clore la porte fermement une fois pour toutes. « Sophie, je veux expliquer. » Amélie commença. « Tu n'as pas besoin, » dit Sophie. « Non, j'en ai besoin. Tu dois comprendre que ce n'était pas une chose malveillante contre toi, Julien et moi juste, Amélie, je ne suis pas en colère, » dit Sophie d'une voix égale parce que c'était vrai. « Mon seul regret est de ne pas avoir vu ce que tout le monde voyait apparemment. Ce n'était pas très intelligent de ma part. Sophie, ce n'était pas ta faute. Je n'ai pas dit que c'était ma faute. J'ai dit que ce n'était pas intelligent. Ce sont des choses différentes. » Une pause. « Amélie, nous n'avons rien à nous dire. Non pas parce que je te déteste, mais parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à dire. » Elle raccrocha. Le téléphone resta silencieux pendant quelques secondes. Puis un SMS arriva de Marc. « Léa veut savoir si vous aimez les cerises. Elle prétend que c'est vital pour la science. » Sophie fixa l'écran, puis répondit « Oui, pour la science. » 2 minutes plus tard, une réponse.
Elle dit merci. L'enquête scientifique est terminée. Sophie mit le téléphone dans sa poche. Attendit un instant. Puis le ressortit et envoya un SMS. Comment va Léa? Bien. A demandé à sortir aujourd'hui pour la première fois. Nous avons fait 20 minutes sur la balançoire du Porsche. Elle est scandalisée que ce ne soit pas plus long. C'est un bon progrès. Je vous ai cité. Elle a dit, papa, un bon progrès, c'est de rester dehors aussi longtemps que je veux. 20 minutes, c'est une insulte. Sophie faillit éclater de rire. Mais laissa place à Juin. Sophie travaillait ses heures habituelles, mais sans se plaindre. L'hôpital était bon. Le docteur Moreau menait son équipe d'une main de maître. L'équipement était de première qualité, et la charge de travail n'était jamais ennuyeuse. Après 7 ans d'épuisement où elle ne voyait même pas la lumière au bout du tunnel, travailler dans un environnement fonctionnel était un luxe. Le soir, elle lisait, préparait des repas simples, de vrais repas, pas des plats à emporter de la cafétéria, et appelait parfois sa mère. Isabelle ne posait jamais de questions sur Julien, ni directement, ni indirectement. Elle posait des questions sur l'hôpital, l'appartement, si les fenêtres étaient étanches. C'était sa façon de se soucier. Environ une fois par semaine, un SMS arrivait de Marc, presque toujours à propos de Léa. Léa vient d'annoncer qu'elle veut être chirurgienne quand elle sera grande. Je ne sais pas de qui je devrais avoir le plus peur. Léa a dessiné un autre portrait. Vous avez 5 doigts maintenant. Progrès. Léa veut savoir quand vous venez. J'ai essayé d'expliquer que les médecins ont des choses plus importantes à faire que de répondre à ces questions. Elle n'est pas d'accord. Sophie répondait sur le même ton. Parfois, elle ajoutait quelque chose de son cru, une histoire drôle de son service, un commentaire sur le temps. Une fois, elle envoya un SMS disant qu'elle avait lu quelques pages de son livre d'ingénierie structurelle. La réponse arriva vite. Lequel? Elle décrivit la couverture. C'est une édition obsolète. Les codes du bâtiment ont changé, mais la physique est la même. Puis il envoya un autre message. Vous l'avez vraiment lu? La plupart des gens trouvent ça assommant. La plupart des gens n'opèrent pas. Nous utilisons une logique similaire. D'abord on comprend la structure, puis on trouve le point faible. Une longue pause, puis. Oui, exactement. Ce fut leur première conversation qui n'était pas strictement à propos de Léa. Sophie ne le réalisa que lorsqu'elle fit défiler les SMS avant de se coucher. À la mi-juin, elle se rendit à nouveau chez eux, non pas pour un examen médical. Léa l'avait appelé directement. C'était inattendu, elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu le numéro de Sophie sur le téléphone de Marc et l'avait composé avec son petit pouce. « Allô » dit Léa, avec l'air d'une négociatrice expérimentée. « C'est Léa. Papa et moi allons au marché de producteurs pour des cerises. Vous avez dit que vous les aimiez. Vous venez ?» Sophie regarda sa montre. Dimanche, 11h. Elle n'était pas d'astreinte. « Je viens, dit-elle. » Bien. Une pause. « Papa, elle vient » cria Léa loin du combiné. Puis, de nouveau à Sophie, « On viendra vous chercher à midi. Papa dit que vous pouvez dire non si vous êtes occupé, mais je lui ai dit que vous ne l'êtes pas. Je ne dis pas non. » Bon choix, approuva Léa et raccrocha. Le marché de producteurs était dans la campagne, une vaste installation estivale avec des étals en bois, des tentes en toile et des caisses de fruits et légumes précoces. Léa déambulait dans les allées avec l'air d'une inspectrice expérimentée. Elle piquait les baies, reniflait les pêches et interrogeait les vendeurs avec une franchise qui serait impolie chez un adulte, mais qui n'était que pure curiosité chez une fillette de 6 ans. Celles-ci sont plus sucrées, annonça-t-elle au 3e stand de cerises. Papa, on achète ici. Tu es sûr? J'ai mené une expérience scientifique. Marc regarda Sophie. Sophie hocha la tête solennellement. La science, c'est la science. Ils achetèrent 1,5 kg de cerises et un panier de fraises. Léa insista sur les fraises, affirmant qu'elles constituaient un groupe de contrôle nécessaire à son expérience. Sur le chemin du retour, Léa s'endormit sur la banquette arrière, la bouche légèrement ouverte, serrant le sac de cerises contre sa poitrine. Marc baissa la radio. Sophie regarda par la fenêtre. Des champs,
des brise-vents et de petites villes rurales défilèrent. « Quand avez-vous conduit pour la dernière fois quelque part sans être pressé ?» demanda Marc. Sophie y réfléchit. « Je ne me souviens pas. » Moi non plus. Dehors, ils passèrent devant une clôture en bois penchée avec un chat blanc se prélassant sur un poteau. « Parlez-moi d'Irène, » dit Sophie. Elle ne savait pas pourquoi elle posait la question. Peut-être parce qu'il avait dit, elle tient ça de sa mère, 2 fois, rendant clair qu'elle était importante. Ou peut-être parce qu'il n'y avait pas une seule photographie d'Irène dans la maison de banlieue, et que cette absence était sa propre sorte de réponse, mais une réponse incomplète. Marc resta silencieux un long moment, non pas par offense, mais pour trouver les bons mots. C'était une architecte, dit-il finalement. Nous nous sommes rencontrés sur un chantier. Elle venait avec le client. Je faisais les calculs de charges structurelles. Nous avons discuté pendant 3 heures pour savoir si la charpente pouvait supporter son idée de fenêtre panoramique en porte-à-faux. L'a-t-elle fait? Oui. Elle avait raison. Une pause. Elle avait presque toujours raison. C'était à la fois incroyable et incroyablement exaspérant. Sophie sourit presque. Léa lui ressemble. Oui, dit-il simplement, sans mélodrame. Mais il y avait un poids dans le mot qui lui disait de ne pas insister davantage. Léa lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Sophie hocha la tête et ne posa plus d'autres questions. De retour à la maison, Marc porta délicatement Léa endormie jusqu'au canapé et la couvrit de la couverture polaire. Sophie mit la bouilloire en marche. Cela se fit naturellement. Non pas parce qu'elle essayait de jouer à la maison, mais parce que la bouilloire était là, et ses mains bougèrent avant que son cerveau ne leur dise de s'arrêter. Marc entra dans la cuisine, vit la bouilloire sur la cuisinière et ne dit rien. Il s'assit simplement à table. Sophie sortit 2 tasses du placard. Elle se souvenait déjà où elles étaient rangées. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit le premier jour ?» demanda-t-elle. « Quelle partie ? À propos de la robe ?» Il la regarda. « Je me souviens. Étiez-vous sérieux ou essayez-vous juste de me faire réagir ?» Le silence s'étira. Ce n'était pas gênant. On aurait dit qu'il pesait sa réponse avec soin. « Les 2, dit-il finalement. Sophie hocha la tête et versa l'eau bouillante. « Bien, dit-elle. Je voulais juste être sûr. »« Êtes-vous sûr ?»« Oui. » Ils burent leur café. Du salon venait le son régulier de la respiration de Léa. Dehors, le vent bruissait les feuilles du vieux pommier. Sophie finit son café. « Je devrais y aller, dit-elle. »« Bien sûr. » Il la raccompagna à la porte d'entrée. Alors qu'elle mettait sa veste, elle se retourna. « Marc. »« Oui. »« Merci pour le café. » Il la regarda. « Revenez quand vous voulez. Léa sera ravie. » Cela sonnait simple, dépourvu de tout sous-texte lourd. Ou peut-être y avait-il un léger sous-texte qu'elle pouvait ignorer si elle le souhaitait. Sophie n'était pas sûre de ce qu'elle voulait en faire pour l'instant. « Je le ferai, » dit-elle et sortit. L'été passa. Ils se voyaient environ une fois toutes les 2 semaines. Parfois, elle se rendait en banlieue. Après les cerises vinrent les myrtilles, puis un voyage dans un verger de pommes où les accueillait avec une telle détermination que Marc devait inspecter soigneusement chaque pomme avant de la mettre dans le panier. Parfois, ils se rencontraient en ville dans un café, un parc, et une fois à une immense foire aux livres d'occasion où Léa les traîna tous les 2 et en ressortit avec 3 livres pour enfants et la ferme conviction qu'ils auraient dû acheter le reste des tables aussi. Sophie remarqua comment l'espace entre elle et Marc changeait lentement, presque imperceptiblement, comme la lumière dans une pièce qui se déplace lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Rien de brusque, juste la réalisation soudaine que les choses étaient plus lumineuses. Il ne la pressait pas, ne disait pas trop, mais il commença à appeler au lieu d'envoyer des SMS. Au début, c'était pour une raison spécifique, puis juste pour parler. Le soir, après que Léa fut endormie, il parlait pendant 20 ou 30 minutes de rien en particulier. Son entreprise, son hôpital, un livre qu'elle lisait, les dernières théories de Léa, l'avenir. Sa voix était calme et profonde, et Sophie se surprit à attendre ses appels avec impatience. C'était un sentiment nouveau. Avec Julien, elle n'avait jamais attendu un appel. Julien appelait quand il appelait, et c'était tout. Maintenant, elle réalisa que le manque d'anticipation avait été sa propre sorte de réponse.
Elle n'avait simplement pas su la lire. Fin août, Isabelle appela. Elle alla droit au but comme toujours. Sophie, je viens te rendre visite. D'accord. Quand? Juste pour le week-end. Je veux voir comment tu t'es installé. Je suis bien installé. Je veux le voir de mes propres yeux, dit sa mère. À moins que tu ne me l'interdises. Non. Isabelle arriva un vendredi soir avec une seule valise de voyage et l'attitude d'une femme que même un long trajet n'intimidait pas. Elle entra dans l'appartement, regarda autour d'elle méthodiquement comme elle corrigeait des essais, hocha la tête devant le géranium sur le rebord de la fenêtre et dit « Tu dois déplacer cette plante vers la fenêtre. Elle a besoin du soleil du matin. » Elle est dans la fenêtre, maman. Alors c'est bon. Isabelle traversa les pièces et s'arrêta à la bibliothèque. Ce sont des livres d'ingénierie? Oui. Les tiens? Non. Le propriétaire les a laissés. Isabelle lui lança un regard court et pénétrant, du genre qui signifiait qu'elle comprenait exactement ce qui se passait et qu'elle avait décidé de ne pas poser d'autres questions. C'était sa forme de tact la plus élevée. Elle resta 3 jours. Elles firent les courses, cuisinèrent ensemble et regardèrent la télévision le soir. La deuxième nuit, sa mère dit « Tu as changé. » Comment? Je ne trouve pas le bon mot. Isabelle y réfléchit. Plus légère, peut-être. Comme si tu portais quelque chose de lourd depuis longtemps et que tu l'avais enfin déposé. Sophie resta silencieuse. C'est une bonne chose, ajouta sa mère. Tu es censé déposer les choses lourdes quand elles ne t'appartiennent pas. Le 3e jour, juste avant de partir, elle posa la seule question directe du voyage. Y a-t-il quelqu'un? Sophie ne répondit pas immédiatement. Peut-être. Je ne suis pas encore tout à fait sûre. Isabelle hocha la tête et en resta là. En septembre, Léa commença le CP. Ce fut traité comme un événement d'importance nationale, du moins à en juger par l'expression de Léa le jour où elle montra à Sophie son nouveau cartable et sa tenue de rentrée. Le cartable était rouge vif avec un énorme chat de dessin animé. Le chat est essentiel, expliqua Léa. Sans le chat, c'est juste un sac. D'accord, dit Sophie. Tu viens pour la rentrée le 1er jour? Sophie regarda Marc. Il regardait ailleurs, inspectant à nouveau le porte-manteau. Mais elle savait ce que cela signifiait. Maintenant, il écoutait, et sa réponse comptait pour lui. Je serai là, dit Sophie. Le 1er septembre fut un matin chaud et doré de fin d'été. Sophie demanda sa matinée de libre sans donner de raison. Le docteur Moreau l'approuva sans poser de questions, bien qu'il ait probablement deviné. La cour de l'école primaire était chaotique. Des parents déambulaient, tenant des tasses de café, prenant des photos, des enfants montrant leurs nouvelles chaussures. Léa tenait la main de Sophie de sa gauche et la main de Marc de sa droite, marchant entre eux avec l'aura d'une PDG arrivant à une réunion de conseil d'administration. « Vous allez m'attendre après ?» demanda Léa. « Nous serons là, » dit Marc. « Tous les deux ?»« Tous les deux », confirma Sophie. Léa hocha la tête satisfaite. Au son de la cloche, elle lâcha leurs mains, remonta son cartable rouge à chat sur ses épaules et traversa les doubles portes vitrées. Ils se tenaient côte à côte sur le trottoir. Alors que la foule de parents commençait à s'éclaircir, le silence s'installa. « Merci d'être venu, » dit Marc. « J'avais promis que je viendrais. »« Je sais. » Il fit une pause. « Vous tenez toujours vos promesses. » Sophie le regarda. « Est-ce une mauvaise chose ? » « C'est une très bonne chose, » dit-il. « Juste rare. » Ils marchèrent jusqu'à un banc en bois près du terrain de jeu pour attendre la première heure d'orientation. À quelques pas de là, un jeune père berçait un tout petit dans une poussette. « Matinée ordinaire, vie ordinaire. »« Marc, » dit Sophie. « Oui. »« Vous pensez parfois à ce qui se passe ensuite. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda la cour de l'école, le drapeau français flottant légèrement sur le mât, le ciel de fin d'été. « J'avais l'habitude, » dit-il finalement, et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce à quoi cela devait ressembler. Pendant 3 ans, je n'y ai pas du tout pensé. Je me suis dit que ça ne servait à rien. J'avais Léa. J'avais l'entreprise. Et c'était suffisant. Il se tourna vers elle.
Et puis vous êtes apparu. Sophie ne dit rien. Pas parce que vous avez sauvé Léa, ajouta-t-il, ou plutôt, pas seulement pour ça, mais parce que vous êtes exactement qui vous êtes. Qui suis-je? Vous ne trouvez pas d'excuses pour des choses qui n'en ont pas besoin. Vous n'attendez pas une ovation juste pour avoir fait ce qu'il faut. Vous mettez la bouilloire dans la cuisine d'un étranger comme si vous y étiez à votre place. Vous dépoussiérez les livres que j'ai laissés. Et vous vous présentez le premier jour d'école parce que vous avez fait une promesse à une enfant de 6 ans, pas parce que ça vous fait bien paraître. Sophie le regarda. Ce ne sont pas exactement des qualités rares. D'après mon expérience, si, dit-il. De l'intérieur de l'école, une cloche étouffée retentit. Léa était là, dans une pièce avec 25 autres enfants, portant ses nouvelles baskets, commençant un nouveau chapitre. Marc, dit Sophie doucement. Je veux que vous sachiez quelque chose. Après avril, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Pas à Julien ou Amélie. Cette partie, je l'ai comprise assez vite. J'ai réfléchi à pourquoi je n'avais pas vu l'évidence pendant si longtemps. Elle fit une pause, choisissant ses mots. Je me suis habitué à ne regarder que droit devant. La table d'opération, la tâche immédiate, l'étape suivante. C'est une compétence utile à l'hôpital. Pas toujours dans la vie. Et qu'avez-vous décidé? Que je dois apprendre à voir la situation dans son ensemble. Elle fit une pause. J'apprends encore. Marc la regarda longuement, comme il pourrait étudier un plan qui venait de prendre forme. J'apprends aussi, dit-il. 3 ans, c'est long d'être seul. Je sais. Je ne vous presse pas, ajouta-t-il. Je sais attendre. Je sais que vous le faites. Vous êtes resté debout contre un mur dans un couloir des urgences pendant 4 heures sans vous asseoir. Sophie dit quelque chose se déplaça très légèrement dans son visage, presque imperceptiblement, mais elle savait lire ces changements subtils. Maintenant, les doubles portes s'ouvrirent et les enfants commencèrent à affluer pour la récréation. Léa les repéra immédiatement et se mit à courir. Elle s'arrêta devant eux, leur reprenant les 2 mains. Nous avons nos emplois du temps, annonça-t-elle. Nous avons sport le vendredi. C'est bien ou mal? Ça dépend du professeur de sport, dit Sophie. S'ils sont stricts, ça forge le caractère. Léa y réfléchit. D'accord, je suis prête pour le caractère. Elle regarda son père, puis Sophie. Vous êtes toujours là tous les deux. Nous sommes tous les deux là, confirma Marc. Bien, dit Léa, totalement dénuée de mélodrame. Allons manger des crêpes. J'ai faim. Ils marchèrent sur le trottoir de banlieue. Léa au milieu, tenant toujours leurs mains, divaguant sur une fille de sa classe qui portait un serre-tête pailleté. Sophie l'écouta et repensa à Avril. Debout dans l'embrasure de la porte du manoir, elle s'était retournée pour partir sans avoir la moindre idée d'où elle allait. Que se passe-t-il même après que tout ce que l'on croyait certain s'effondre? Maintenant, elle savait. Ce qui se passe, c'est un matin de septembre, une petite fille avec un cartable rouge à chat et une main tenant la sienne. Ce qui se passe, c'est un homme marchant à côté de vous qui sait attendre et ne gaspille pas les mots. Ce qui se passe, c'est une cuisine où vous savez exactement quel placard contient les tasses à café, une bibliothèque où vous avez dépoussiéré les manuels d'ingénierie et des appels téléphoniques du soir que vous attendez avec impatience. Ce qui se passe, c'est une vie que vous n'aviez pas prévue et, à cause de cela, elle est entièrement réelle. L'automne avança. Sophie travaillait de longues heures. La charge de cas augmentait toujours à l'automne. Le docteur Moreau lui donna enfin un emploi du temps de bloc opératoire indépendant, consolidant son statut de chirurgienne principale. Ce fut une petite mais énorme étape. Elle passa plus de temps en chirurgie qu'avant, mais c'était un autre genre d'épuisement. Non pas celui qui lui pompait la moelle des os, mais celui qui vient de faire son travail correctement et de savoir exactement pourquoi on le fait. Nathalie lui servit du café dans la salle de pause un matin et dit « Tu es différente ces derniers temps. » Ma mère a dit exactement la même chose, répondit Sophie. Les mères remarquent généralement les bonnes choses. Nathalie posa la tasse. C'est un bon genre de différence. Je sais. En octobre, Marc lui demanda de l'aider à choisir un manteau d'hiver pour Léa. C'était drôle et un peu touchant.
Un homme sérieux et adulte qui concevait des structures porteuses pour des gratte-ciels commerciaux demandait conseil à une chirurgienne traumatologue pour des vêtements d'extérieur pour enfants. Sophie ne souligna pas qu'elle en savait autant sur la mode enfantine que lui. Elle dit simplement « samedi ». Le samedi, tous les trois allèrent au centre commercial. Léa évalua les manteaux avec la rigueur d'un inspecteur de sécurité. Elle serra l'isolation, testa les fermetures éclairs et évalua de manière critique les poches. Les poches étaient un problème non négociable. Une poche doit être assez grande pour un équipement important, expliqua-t-elle à la vendeuse perplexe. Quel genre d'équipement ? Demanda l'adolescente. Une pierre, un gland, un carnet, parfois une grenouille, mais ça, c'est situationnel. Ils optèrent pour une parka vert olive avec d'énormes poches cargo. Léa refusa de l'enlever, sortant du magasin en la portant malgré l'air chauffé du centre commercial. Je réfléchis mieux dedans, expliqua-t-elle. Après les courses, ils allèrent à un bistrot. C'était le même bistrot avec les banquettes en vinyle où Marc l'avait emmené en avril. Sophie ne le réalisa que lorsqu'elle franchit la porte. Elle reconnut la fenêtre, les banquettes, les tasses épaisses en céramique. Marc ne l'avait clairement pas choisi par hasard. Léa s'installa avec un chocolat chaud et un livre de coloriage qu'elle sortit de ses nouvelles poches. Sophie et Marc commandèrent du café et s'assirent près de la même fenêtre. Seulement maintenant, dehors, c'était un après-midi d'octobre vif et venteux, pas une pluie d'avril morne. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici la première fois ? Demanda Marc. Je me souviens que vous teniez votre tasse à deux mains et que vos doigts tremblaient. C'est juste la chute d'adrénaline après une opération. Je vous l'ai dit. Je sais, dit-il. Je me souviens avoir pensé que vous vous teniez remarquablement bien pour quelqu'un dont la vie entière venait d'exploser une heure plus tôt. Qu'aurais-je dû faire d'autre ? La plupart des gens auraient probablement pleuré, crié ou couru vers quelqu'un pour obtenir de la sympathie. Je n'avais personne vers qui courir pour obtenir de la sympathie. Vous êtes venu ici, dit Marc. Vous m'avez conduite ici. Oui. Une pause. Je suis contente de l'avoir fait. Léa leva les yeux de son livre de coloriage. De quoi parlez-vous ? D'avril, dit Marc. C'était il y a une éternité. Léa affirma logiquement. On est en octobre. Vous devriez parler de maintenant. Bon conseil, acquiesça Sophie. Je sais, dit Léa, retournant à ses crayons. Sophie regarda par la fenêtre. En avril, assise ici même, elle n'avait absolument rien su de la vie qu'elle avait maintenant. Elle n'avait pas su pour la maison en banlieue, les tasses à café, le premier jour d'école, la parka verte, ou les appels téléphoniques du soir. La vie ne demande pas si vous êtes prêt. Elle vous prend juste par la main, parfois violemment, parfois doucement, comme Léa sur le terrain de jeu, et vous tire en avant. Marc, dit Sophie. Oui. Je suis vraiment contente que vous ayez été à ses portes. Il la regarda. Moi aussi, dit-il. Simple, sans mots inutiles, exactement comme il fallait le dire. Novembre cette année-là fut étrange à Lyon. Gelé et sec un jour, un dégel doux le lendemain, laissant les rues grises et glissantes de verglas. Tout le monde marchait avec une moue, agacé par le temps indécis. Mais dans ce temps maussade, Sophie ressentit une sorte de clarté spécifique, comme si le flou extérieur rendait tout l'intérieur plus net. Elle rentrait chez elle après un service de nuit à 7h30 du matin quand Marc l'appela. Bonjour. Bonjour. Vous venez de finir votre service. Oui. Elle avait son téléphone en haut-parleur sur le tableau de bord. Nuit calme. Tout va bien. Léa voulait que je vous dise qu'elle a eu un A+ à son test de maths hier. C'est une excellente nouvelle. Dites-lui que je la félicite. Elle a exigé que je vous le dise personnellement. Elle a dit que vous l'apprécieriez. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes une personne logique. Ces mots. Sophie gara sa voiture et coupa le moteur. La cabine sentait légèrement le vieux plastique et le café éventé de son thermos. Marc, dit-elle. Oui. Vous êtes libre ce soir ? Une légère pause, le genre qu'il faisait quand il souriait mais ne voulait pas que cela se voie dans sa voix. Je suis libre. Je serai là à 19h. D'accord. Elle arriva à son allée exactement à 19h. La maison avait l'air différente en novembre.
Le pommier était nu, le jardin en sommeil, mais une lumière jaune chaude s'échappait des fenêtres, rendant la maison intensément vivante. Léa ouvrit la porte d'entrée avant même que Sophie ne frappe. Elle entendait toujours la voiture arriver. « Vous avez entendu pour mon A+, demanda Léa. « J'ai entendu. Excellent travail. » C'était un problème difficile sur des trains qui se dirigeaient l'un vers l'autre. Il fallait calculer où ils se rencontreraient. Léa fit une pause. « Je pense que c'est une mauvaise question. On ne devrait pas calculer où ils se rencontrent, mais s'ils veulent, de la philosophie, pas des maths, souligna Sophie. Je sais, acquiesça Léa. Mais j'ai quand même eu un A. Marc était dans la cuisine en train de cuisiner à la cuisinière. Il se retourna quand Sophie entra et lui fit son petit signe de tête habituel, mais ses yeux avaient ce regard, le regard d'un homme profondément, discrètement ravi que vous ayez franchi sa porte. Le dîner était simple, de la soupe, du pain croustillant, des restes de la veille. Léa mangea rapidement, raconta un drame de la cour de récréation, puis annonça qu'elle allait se coucher parce que son organisme nécessitait une récupération, une phrase qu'elle avait certainement volée à Sophie. Elle monta à l'étage. Ils restèrent seuls à la table de la cuisine. Marc débarrassa les assiettes, se rassit et la regarda fixement. Le regard d'un homme qui avait pris une décision il y a longtemps, et n'attendait que le bon moment pour la dire. « Sophie, dit-il. Oui. Je veux dire quelque chose et je vais sauter le préambule. » Elle attendit. « Je ne sais pas faire de grands discours. » Il l'affirma comme un fait. « Pas des excuses. Je n'ai jamais su. » Irène plaisantait en disant que j'exprimais mes sentiments comme un manuel technique. Il fit une pause. « Mais je vais le dire comme je sais le faire, et je pense que vous comprendrez. » Elle remarqua que son ton avait changé. Il était complètement dépouillé de toute distance décontractée. « J'écoute, dit-elle. » Marc croisa les mains sur la table. Les mêmes grandes mains capables dont elle se souvenait dans le couloir de l'hôpital. « Vous avez manqué votre propre mariage parce que vous sauviez la vie de ma fille, dit-il lentement, comme s'il posait chaque mot comme une brique fondamentale. Après, vous n'avez pas demandé de pitié. Vous ne vous êtes pas plainte. Vous avez déménagé, trouvé un appartement, êtes retourné directement au travail. Vous êtes venu voir Léa, non par obligation, mais parce que vous vous en souciez. Vous savez où nous gardons les tasses dans cette cuisine. Vous avez dépoussiéré les livres que j'ai laissés. Vous êtes venu le premier jour d'école parce que vous avez fait une promesse. » Il fit une pause. J'ai observé tout cela et j'ai pensé, c'est une personne à qui je peux faire confiance avec ma vie. Pas parce que vous êtes une excellente chirurgienne, mais à cause de qui vous êtes. Sophie resta silencieuse. Je ne sais pas quel est le terme officiel pour ça, continua Marc. Mais je sais que je vous veux ici. Pas dans l'appartement à 2 pâtés de maison de l'hôpital. Ici, pour de vrai. La cuisine était si silencieuse qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale dans le couloir. Marc, dit Sophie. Oui. Vous avez dit que vous ne saviez pas le terme officiel pour ça. Elle le regarda droit dans les yeux. Ça s'appelle une demande en mariage. Il s'arrêta un instant. Oui, dit-il. C'est une demande en mariage, juste sans le restaurant chic et les discours poétiques parce que je ne sais pas faire ça. Je crois que je vous ai dit une fois que les discours poétiques ne m'impressionnent pas. Vous l'avez fait. Alors la réponse est oui, dit Sophie. Juste oui. Elle fit une pause. Je ne sais pas faire de discours poétiques non plus. Quelque chose se déplaça très légèrement dans son visage, mais elle savait exactement ce que cela signifiait. Il traversa la table et couvrit de sa main de la sienne fermement, brièvement. La façon dont on se serre la main quand un accord qui change la vie est conclu. Vous réalisez que Léa va s'attribuer tout le mérite de cela, dit-il. Eh bien, elle n'aura pas entièrement tort, répondit Sophie. Non, acquiesça-t-il. Elle n'aura pas tort. Ils l'annoncèrent à Léa le lendemain matin au petit déjeuner. Elle resta assise avec sa cuillère suspendue en l'air, écoutant la nouvelle avec l'expression d'une manager recevant la confirmation officielle d'un projet qu'elle avait mené des mois auparavant. Enfin, dit-elle. Tu n'es pas surprise, demanda Marc. Non, Léa remua son gruau. J'attendais. Nous sommes tous les deux un peu lents, offrit Marc. J'ai compris ça au marché de producteurs, dit Léa.
Elle regarda Sophie. Alors, vous allez vivre ici. Je peux juste vous appeler Sophie? Docteur Dubois est trop long à dire. Tu peux. Bien. Léa retourna à son petit déjeuner. Puis cela s'installa. Marc acheta la bague sans Sophie. Pas d'indice, pas de conseil. Un simple anneau d'or classique. Pas de diamant énorme. Il la ramena un soir et la posa simplement sur la table de la cuisine à côté de sa tasse de café sans boîte en velours. Et c'est là. Voici, elle te va. Elle l'enfila. Un ajustement parfait. Comment connaissiez-vous ma taille de bague? Demanda-t-elle. J'ai demandé à Cécile. Sophie fixa Im. Cécile sait tout, dit Marc d'un air impassible. Je l'ai accepté. Ils se marièrent au tribunal en février. Pas le manoir historique avec les colonnes et le groupe de jazz. Juste un bâtiment municipal. Sans fioriture. Il n'y avait que 3, plus 2 témoins. Nathalie pour Sophie et David, l'ami de collège de Marc. Isabelle vint de province, apportant une tarte aux cerises faite maison, spécifiquement une tarte, pas un gâteau, et se comporta avec l'air digne d'une femme qui savait que les choses avaient enfin été correctement réglées. Léa fut la porteuse d'anneaux. C'était sa propre idée, et elle traita le travail avec une gravité intense. Elle avait regardé des tutoriels YouTube sur le bon rythme de marche et s'était entraînée dans le couloir avec des boutons. Le jour de la cérémonie, elle porta le petit coussin si solennellement que la greffière, une femme âgée qui en avait vu de toutes les couleurs, lui fit un sourire sincèrement chaleureux. Je l'ai gardé parfaitement à niveau, rapporta Léa ensuite. Je n'ai pas vacillé une seule fois. Nous avons vu, dit Marc. Excellent travail. C'était une lourde responsabilité, dit Léa. Mais je l'ai géré. Après le tribunal, ils allèrent dans un petit restaurant italien familial où Marc connaissait le propriétaire. Ils eurent une salle privée à l'arrière pour les 10 personnes. Pas de DJ, pas de toast forcé, pas de centre de table extravagant, juste de la bonne nourriture, des conversations tranquilles et de la chaleur. Nathalie porta un toast court et précis aux personnes qui savent faire ce qu'il faut quand cela compte le plus. David raconta une histoire embarrassante sur Marc à l'université, ce qui provoqua un rire rare et franc de la part de Marc. Isabelle ne fit pas de discours. Elle s'assit simplement à côté de Sophie, lui tapotant occasionnellement la main, et cela suffisait. Léa s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, à 10 minutes de la maison. Marc la porta jusqu'à sa chambre, et elle ne bougea même pas. Elle dormait avec le visage paisible, totalement détendu d'une enfant qui sait que son monde est sûr. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant. Marc revint dans le couloir et se tint à côté d'elle. Elle est heureuse, dit-il doucement. On le voit. Sophie n'eut pas à y réfléchir. Oui, dit-elle. Moi aussi. Sophie déménagea officiellement de l'appartement pour la maison de banlieue en mars. Elle emballa ses 2 valises, la boîte de livres médicaux et le géranium. Elle emballa les livres d'ingénierie structurelle dans une boîte séparée. Pourquoi emballez-vous cela? Demanda Marc. Ils sont à moi. Ils sont à moi, corrigea-t-il. Je les ai laissés là, ce qui signifie que vous me les avez offerts. Il la regarda. Les coins de ses yeux se plissèrent. D'accord, dit-il. Ils sont à vous. La maison avec le pommier l'accepta sans résistance, comme si un espace lui avait toujours été laissé. Sophie plaça le géranium sur le rebord de la fenêtre de la cuisine où il prenait le soleil du matin. Elle rangea ses livres sur l'étagère à côté des manuels d'ingénierie. Elle accrocha son manteau au porte-manteau dans le couloir, juste à côté de la parka vert olive de Léa. Léa observa le processus de déballage avec un intérêt scientifique. Vous avez beaucoup de livres, nota-t-elle. Je lis vite. Moi aussi. Une pause. Vous me lirez à voix haute si je veux. Oui. Léa dit. Papa lit bien, mais il saute les parties effrayantes parce qu'il pense que je ne suis pas prête. Ne suis-je pas prête? Certaine? Probablement pas, mais c'est à toi de décider. C'est juste, acquiesça Léa. C'est un marché. Le printemps vint tôt dans la région centre-est cette année-là. Le pommier fleurit fin avril. Des fleurs blanches, sentant la terre fraîche, emplissaient tout le jardin.
Sophie sortit sur le porche un matin avec son café, leva les yeux et regarda les pétales dériver au vent. Elle pensa qu'il y a exactement un an, elle se tenait dans l'embrasure de la porte d'un manoir dans une robe couleur crème. Un an est à la fois très court et très long. Court parce que les jours se fondent les uns dans les autres. Long parce qu'en ce temps, toute sa vie antérieure s'était estompée en quelque chose qui ressemblait à une vieille cicatrice. On peut la voir si on la cherche, mais elle ne fait pas mal et elle ne vous empêche pas d'avancer. De l'intérieur de la maison vint la voix forte et claire de Léa, « Papa, je ne trouve pas ma gomme. » Puis la réponse calme de Marc, « Vérifie la poche latérale de ton cartable. » J'ai déjà regardé. Regarde encore. Une pause. Trouvé. C'était un matin ordinaire. Le genre exact de matin qu'elle n'avait jamais su espérer parce qu'elle n'avait pas su qu'ils existaient. Au printemps, Sophie réalisa qu'elle était enceinte. Elle n'eut pas besoin d'un test sanguin pour le savoir. Elle le savait, comme les médecins qui prêtent attention au corps connaissent le leur. Elle fit un test en pharmacie dans le salon des médecins entre deux consultations. Regarda les deux lignes roses et resta silencieuse pendant une minute entière. Puis elle appela Marc. « Je rentre tôt, dit-elle. Je serai là à 18h. »« D'accord, dit-il. Il s'est passé quelque chose ? Je te le dirai quand je serai rentré. » Elle arriva à l'aller à 18h. Léa faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Marc se tenait près de la cuisinière. Tout comme d'habitude. Sophie enleva sa veste et l'accrocha à côté de la parka verte. « Léa, dit-elle, tu veux un frère ou une sœur ?» Léa arrêta d'écrire, leva les yeux et fixa Sophie avec des yeux sérieux et calculateurs. « Un frère, dit-elle. Une sœur, c'est de la compétition. Un frère, c'est un assistant. » Marc abaissa sa cuillère en bois et se retourna. Sophie le regarda. « Un frère, j'imagine, dit-elle. » Il s'approcha d'elle. Il s'arrêta et la regarda avec ce regard calme et constant qu'elle connaissait si bien, celui qui n'avait pas besoin de mots parce que tout était déjà là. Il lui prit la main. « D'accord, dit-il. Un mot. Exactement le bon. » Léa glissa de sa chaise et s'approcha en marchant. « Quand ?» demanda-t-elle. « À l'automne, dit Sophie. C'est long. C'est comme ça que fonctionne la biologie. » Léa considéra cela. D'accord. Elle retourna à ses devoirs. Je vais commencer à dessiner des portraits de lui maintenant pour qu'il s'habitue à nous. Marc regarda Sophie. Sophie le regarda en retour. Aucun des deux ne dit un mot parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Tout était compris. L'été passa au rythme du travail et de la maison en banlieue. Il n'y avait pas de conflit entre les deux. Ils marchaient côte à côte comme deux personnes qui ont trouvé un pas assorti. Sophie travailla jusqu'en août. Le docteur Moreau ne la poussa pas à se retirer, mais ne la força pas non plus à rester. Elle connaissait ses propres limites. Fin août, elle prit son congé maternité. C'était une nouvelle réalité bizarre. Pas de service, pas d'appel à 3 heures du matin, pas d'adrénaline du bloc opératoire. Au lieu de cela, il y avait le pommier portant des fruits lourds. Léa et ses questions interminables. Marc étalant des plans sur la table le soir. De longues conversations sur tout. Son entreprise, son hôpital, des livres, les dernières théories de Léa, l'avenir. Isabelle revint en août, cette fois pour rester un moment et aider. Elle entra dans la maison, lui fit son inspection méthodique habituelle, hocha la tête d'un air approbateur devant le géranium à la fenêtre et dit à Marc, « C'est un pommier fort. » C'était son plus grand compliment. Marc comprit parfaitement. « Merci, Isabelle, dit-il. »« Vous savez écouter, » observa Isabelle. « C'est rare. » Après cela, tous deux prirent l'habitude de boire du café sur la terrasse arrière le matin, assis dans un silence complice, comme s'ils se connaissaient depuis des décennies. Sophie les regardait et pensait que sa mère avait une capacité étrange à lire les gens instantanément, comme un bon professeur sait qui a lu et qui ne l'a pas fait. Dès qu'ils ouvraient la bouche. Leur fils est né en octobre. Le travail fut long, 18 heures, se terminant près de l'aube au même hôpital où Sophie travaillait. Le docteur Martin, le même anesthésiste de l'opération de Léa, s'occupa de son péridurale. Plus tard,
il intercepta Marc dans le couloir et dit « Femme coriace. Elle ne s'est pas plainte une seule fois. » Marc fut à ses côtés pendant les 18 heures. Il lui tint la main silencieusement, calmement. Exactement comme il s'était tenu contre le mur dans le couloir des urgences. Il ne s'assit pas, même lorsque les infirmières lui offrirent une chaise. Ils nommèrent le garçon Thomas. Léa vint à l'hôpital après l'école le même jour, serrant un nouveau dessin. C'était son 3e portrait, mais cette fois il y avait 4 bonshommes allumettes, un grand, un légèrement plus petit, un de taille enfant, et un tout petit paquet. La légende disait, nous. On ne voit pas ses doigts, expliqua Léa, pointant la petite figure. Parce qu'il est encore petit. Je les dessinerai plus tard. C'est une bonne stratégie, dit Sophie. Je sais. Léa tira une chaise jusqu'au berceau et regarda par-dessus le bord en plastique. Elle fixa Thomas longuement, comme on étudie un artefact bizarre. Il est vraiment petit. Tout le monde commence comme ça, dit Sophie. Tu as été si petite une fois. Oui, Léa fit une pause. Et puis vous m'avez réparé. Je l'ai fait. Léa y réfléchit. Ça veut dire que vous êtes avec nous depuis longtemps, conclut-elle. On ne le savait juste pas encore. Sophie regarda Léa, puis leva les yeux vers Marc, qui se tenait près de la fenêtre, écoutant. Oui, dit Sophie doucement. Je pense que tu as raison. Ils rentrèrent chez eux 3 jours plus tard. Novembre se comportait à nouveau comme novembre, gris, endormi, vent glacial. Marc les ramena à la maison. Léa était assise à l'arrière à côté du siège auto de Thomas, surveillant le moindre de ses tressaillements avec une sévérité scientifique. Respire-t-il selon les paramètres opérationnels corrects, demanda-t-elle. Oui, l'assura Sophie. Bien. Je veille. Alors qu'ils atteignaient la banlieue, la circulation s'éclaircit. Sophie regarda par la fenêtre passager les quartiers qui défilaient. Les arbres nus, le ciel gris. Elle y pensa non pas avec tristesse, mais comme on pense aux choses qui sont complètement dans le passé et qui n'ont donc aucun poids. Il y a 1 an et demi en avril, elle avait eu 3 heures de retard. L'enfant avait vécu. Elle était sortie d'un manoir dans une robe crème, complètement seule. Et un homme en chemise de flanelle s'était tenu près de la porte et avait dit « Partons d'ici ». Et elle était partie. C'était la seule chose qu'elle avait eu besoin de faire. Juste partir avec lui. Nous sommes à la maison, dit Marc. La maison se tenait exactement comme toujours. Lumière chaude aux fenêtres, le pommier nu gardant le porche. Silence. Marc ouvrit sa porte, puis décrocha délicatement le siège auto de Thomas. Ils montèrent l'allée ensemble. Léa courut devant pour déverrouiller la porte d'entrée. Marc marchait à côté de Sophie, stable et proche. Au seuil, elle s'arrêta un instant. Non pas parce qu'elle avait oublié quoi que ce soit, mais simplement parce que c'était un moment qu'elle voulait graver dans sa mémoire. Non pas comme un cliché, mais comme un sentiment global. Le vent piquant de novembre, la lumière dorée s'échappant de l'embrasure de la porte, l'odeur de fumée de bois dans l'air, et la voix de Léa appelant de l'intérieur. « Papa, j'ai mis la bouilloire en marche. » Sophie entra. La porte se referma derrière elle avec un lourd clic solide.